une appropriation déterminée de la totalité abstraite, un devenir amoureux du plus haut désir intellectuel. Mais dans le cas d'un renversement du rapport entre l'esthétique et la poétique, nous assistons donc, et vivons paradoxalement, cette histoire que nous sommes en train de décrire depuis le début, quand l'abstrait est subsumé par le concret et n'est capable de se dire qu'à cette condition, un peu comme le moderne ne l'est qu'au sein du postmoderne. Et alors, Raoul, mon ami, mon jeune frère, à quoi nous sert encore l'esthétique? Et je serais bien stupide d'essayer de te l'expliquer. Toi qui as, pour le peu que j'en sais, précisément essayé de transformer ta vie en une poétique de la métamorphose. Rien d'esthétique donc, aucun dandysme, aucun spleen, ni Oscar Wilde ni Baudelaire, mais au contraire une poétique qui traverse le squattering et navigue sur la toile, peint comme Basquiat sur les transports publics et fait de la poésie à la manière de Seattle. Bref, qui propose dans le social dans la métropole la lutte des classes et la libération. Une lutte pour l'appropriation d'outils toujours plus puissants, pour l'expression de désirs toujours plus riches et de langage toujours plus efficace, pour la jouissance d'une communication toujours plus abstraite et d'une poétique toujours plus singulière. Mais il existe un autre paradoxe dès lors que nous sommes confrontés à l'impact de la poétique sur les corps, c'est-à-dire à l'assujettissement de l'universel de la part du singulier et de la multitude, comme multitude de singularités. Que peuvent bien vouloir dire ces affirmations? Qu'y trouve-t-on de sensé? Et n'est-ce pas un paradoxe insoluble que de prétendre que l'universel soit assujetti par une puissance corporelle singulière? Mon cher Raoul, ce n'est pas ici le lieu ni le moment d'évoquer à nouveau les problématiques du singulier, de l'échéitas, de l'existence en ce qu'elle a de propre. Nous en avons vu de toutes les couleurs dans ce débat qui avait commencé par la perception du choc des atomes, de leur chute verticale sur le kinamène matérialiste de la singularisation, c'est-à-dire donc de la perception à la fois violente et paradoxale de la transversalité hasard de toute puissance créative et de sa liberté irréductible. Et nous voilà présents dans une situation analogue, une situation que nous appelons postmoderne. Le postmoderne n'est finalement que cela, la singularité qui s'impose sur l'universalité, la corporéité qui émerge comme multitude irréductible, détentrice et productrice de sa propre loi. C'est cette corporéité singulière que l'art de la multitude, c'est-à-dire le caractère raisonnable des corps qui se sont réappropriés l'outil et qui en ont fait, à travers la pratique du réseau et de l'exode, leur prothèse. Exalte. Ici, la singularité est plus importante que l'universel. Que dis-je? Elle est bien autre chose, autrement plus valorisante. Et cette multitude qui prend la place de l'universel et les corps qui la constituent sont bien plus puissants que n'importe quelle forme de l'universel. L'universel, l'humanité, le droit, la loi, le Gattungswesen et toutes les belles histoires qu'on a bien voulu nous raconter afin d'adapter les vieilles valeurs du pouvoir à la nouvelle expérience de la vie. Pourtant, il n'était pas difficile de dépasser ces positions. Il n'était pas impossible de vivre ces paradoxes de manière positive. Si je repense à ma vie, à la vie de ma génération, à celle des générations qui se sont succédées autour de 1968 et après, je m'aperçois que toute notre expérience, dans le bien comme dans le mal, peut être résumée de la manière suivante. La tentative extrême est toujours recommencer de creuser dans l'expérience le sillon de la singularité contre l'universel et de faire valoir des corps contre toute abstention vide, contre les déclarations misérables et aujourd'hui vides des droits de l'homme et de toute autre essence universelle qui sont immanquablement au fondement des guerres et des destructions en tout genre. Si ce paradoxe qui est au cœur de notre discussion existe donc, et s'il représente dans tous les cas un coup de poing dans la figure de tous ceux qui se placent dans l'ancient rule, don't worry. C'est à nous qu'il revient de le résoudre, toujours à nouveau, et c'est possible. Mais la manière dont on vit et dont on produit de l'art aujourd'hui n'a-t-elle pas déjà dépassé tout cela? L'hégémonie des corps ne s'est-elle pas imposée en première ligne? Mon impression est à tel point juste que ceux qui cherchaient une figure différente de l'art, c'est-à-dire une esthétique et non une poétique, un pouvoir sur le beau en lieu et place d'un discours productif de corps beaux et puissants, cela se cache désormais
et ne se reconnaissent plus que dans ces recoins obscurs que l'on appelle les musées, dans ces foires d'empoigne que l'on appelle les marchés de l'art, salles de vente et bordels, et dans l'impressionnant narcissisme du monde des collectionneurs. La prostitution universelle de l'argent et de la spéculation contre la singularité de la production. Raoul, mon ami, un dernier argument. Je crains que tu ne le prennes pour un discours romantique. Moi, je ne crois pas du tout qu'il le soit, et tu vas voir pourquoi. L'argument est le suivant. Dans la mesure où la nouvelle singularité construite devient un producteur singulier qui s'est incorporé les outils de la métamorphose du monde, elle n'a plus rien à faire avec l'universel et plus généralement encore rien à faire avec la nature. L'art, la poétique postmoderne des corps, est nécessairement contre nature. Non pas qu'elle le devienne, non pas qu'il faille donc suivre en la matière des dictats ambigus des avant-gardes, se gargariser de mots en ismes, déclarer des manifestes futuristes ou utopistes. Non, la poétique postmoderne des corps est déjà contre nature. La nature, c'est la fatigue, la mort, la dépendance, la répétition. Rien de cela ne correspond à la libre poésie de la création qui est celle de l'homme métamorphosé. Dans notre poésie, il y a également la tentative de vivre plus longtemps et de vaincre la mort, c'est-à-dire d'exalter la vie à travers des investissements plus importants dans les politiques de santé, dans les politiques écologiques. Car ces banalités sont belles, alors que les coupes budgétaires dans les dépenses publiques, les équilibres monétaires et budgétaires sont horribles. Voilà donc ce que signifie, entre autres, être contre la nature, contre cette maudite nature constituée d'atomes qui pleuvent tranquillement et répétitivement, bien que toujours accompagnée de la police, qu'elle soit laïque ou cléricale, jusqu'à ce qu'une force poétique, un cliamène de multitudes très singulières, prise dans une très singulière révolte, casse tout avec des actes poétiques et transforme cette chute d'atomes en un acte d'amour. Amour pour les autres, amour de tout, et pour tous. L'amour est le contraire de la nature. L'amour est une poésie collective, un produire et un aimer qui caractérise la multitude, un art. Et l'art est une multitude de singularités en mouvement, l'infinitude des mouvements qui poussent un corps dans les bras d'un autre, et il en va ainsi toujours. Car c'est comme cela, avec des accélérations indicibles qui accroissent la puissance de l'être au monde, que s'accroît aussi celle de l'être singulier dans le monde productif. Cher Raoul, je ne sais pas si j'ai réussi à te transmettre le sens de la révolution que nous avons vécue dans ces dernières décennies. Si l'art n'existe plus, c'est seulement dans la mesure où les corps se le sont réappropriés, car il est désormais vraiment partout dans les pratiques de la multitude. C'est dans les corps que l'art expérimente de nouvelles compositions métamorphiques, car qui sait ce que peut un corps ? L'art a donc cessé d'être une consolation et de représenter une polarité transcendante ou transcendantale, quelle qu'elle soit. L'art est la vie, l'incorporation, le travail. L'art n'est plus une conclusion, c'est au contraire une prémisse. Sans joie, sans poésie, il n'y aura plus de révolution, parce qu'encore une fois, l'art a anticipé la révolution.